La DCA à Cizran a rasé toute une aile d'un immeuble, faisant de nombreuses victimes. Catastrophe à Touapsé. La ville est devenue invivable. Les incendies font rage. Attaque de missiles sur Sébastopol. Un centre de commandement naval a été détruit. Le GUR pénètre dans la péninsule. L'armée ukrainienne a pulvérisé un QG russe dans la région de Belgorod. Des dizaines d'officiers tués. Un coup d'État se prépare. 6 gouverneurs russes exigent l'arrêt des frappes sur l'Ukraine. Plusieurs généraux russes suggèrent à Poutine d'arrêter la guerre immédiatement. Mais l'homme du bunker prévoit tout de même d'annoncer une mobilisation générale, le 9 mai. L'oléoduc Druzhba, relancé en Hongrie et Slovaquie, a débloqué 90 milliards pour l'Ukraine. Scandale sexuel. 20 footballeurs d'un grand club surpris lors d'une orgie avec des prostituées. C'est à voir absolument. Pendant 5 ans, un député russe a dirigé la politique fiscale régionale tout en étant malade mental. Le commandant ukrainien Madiar change le cours de la guerre avec une nouvelle tactique. Panique au Kremlin, c'est la fin pour Gerasimov. Bonjour, je m'appelle Katerina Nesterenko et voici l'essentiel de l'actualité. Mais d'abord, likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne plus nous perdre de vue sur YouTube. Encore une nuit agitée de l'autre côté de la frontière. Cette fois, Cizran, dans la région de Samara, a été attaqué par des drones. Selon les habitants, les sirènes ont retenti, il y a eu de fortes explosions et la DCA a fonctionné. Des restrictions ont été imposées à l'aéroport de Kouroumoch. Il a temporairement cessé d'accueillir et de faire partir des vols. Selon les médias russes, la DCA locale a détruit toute une entrée d'un immeuble d'habitation. On recherche toujours des personnes sous les décombres. Une minute de silence est déclarée. Tout le monde, s'il vous plaît, faites moins de bruit. Arrêtons-nous. Le gouverneur de Samara a précisé qu'une femme et un enfant sont morts dans l'effondrement à Cizran. 12 personnes ont également été blessées. Les opérations de secours se poursuivent sur le site de l'effondrement. Les médias russes écrivent que l'immeuble touché à Cizran est à moins de 3 km de la raffinerie locale. Pendant ce temps, à Touapsé, en Russie, la situation reste brûlante. L'incendie massif à la raffinerie se poursuit. La fumée s'étend déjà sur plus de 300 km. Actuellement, la fumée a atteint le territoire de Stavropol. C'est ce que montrent les images satellites de la NASA. Les locaux se plaignent non seulement du feu et de la fumée, mais aussi d'une pluie de pétrole et de suie. Mais ce n'est pas tout. L'état-major ukrainien rapporte que nos défenseurs ont aussi frappé un centre de commandement naval, à Streletsky, sur le territoire de Sébastopol temporairement occupé. En parallèle, des centres de contrôle de drones ennemis près de Koroviakovka et Tyotkino ont été touchés, ainsi que le centre Molnia à Kharkiv. De plus, l'armée ukrainienne a frappé un poste de commandement ennemi basé près de Vyazovoye, dans la région de Belgorod. Des frappes ont aussi visé des postes d'observation russes dans le Donbass occupé et la région de Belgorod. Eh bien, que dire? Ne vous relâchez pas là-bas en Russie. Ce n'est que le début, oh là là. En lisant les commentaires des épisodes précédents, je vois que beaucoup nous regardent depuis l'Europe, le Kazakhstan, la Moldavie et même les États-Unis. Nous, Ukrainiens, vous remercions pour votre soutien et sommes fiers d'avoir des spectateurs aussi sensés. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous regardez et si l'on soutient chez vous notre lutte contre l'empire du mal. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires, mais pour l'instant, nous continuons. La suite est passionnante. La Russie exagère ses succès de guerre pour masquer l'échec de son offensive. Comme le notent les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre, le chef d'état-major, le général Valery Gerasimov, surestime les succès des soldats russes. Un exemple frappant est sa déclaration sur la prise de la région de Luhansk, ainsi que de 80 localités, et de 1700 km² de territoire ukrainien depuis le début de 2026. L'Institut pour l'étude de la guerre qualifie ces chiffres de largement exagérés. Les experts estiment que ces rapports de Gerasimov masquent délibérément les résultats désastreux de l'offensive printanière de l'armée de Poutine. Les propos de Gerasimov sur des succès incroyables de l'armée russe se heurtent aux statistiques réelles du front. Pendant qu'au Kremlin, on dessine de nouvelles flèches sur la carte. Sur l'un des secteurs les plus chauds du front, celui de Pokrovsk, les défenseurs ukrainiens montrent les résultats de leur travail. Rien qu'au compte d'un seul centre de coordination de drones du 7e corps des troupes d'assaut aéroportées, des centaines d'assauts ennemis ont été déjoués ces 10 derniers jours. Avec l'arrivée du printemps, les soldats de Poutine tentent de s'infiltrer par petits groupes à travers les buissons et les zones boisées. Mais nos drones voient tout et tout le monde. Le bilan de ces 10 jours est tout à fait impressionnant.
Près de 400 occupants ont été éliminés ou blessés. Des blindés et des systèmes d'artillerie ont été détruits ou endommagés. Des dizaines de camions et de voitures, ainsi que des motos, et plus de 200 abris ennemis ont été détruits. Les défenseurs ukrainiens continuent de détruire systématiquement le matériel et la logistique des occupants sur toute la ligne de front. Dans la direction de Sloviansk, les pilotes de drones FPV de la 81e aéromobile frappent avec précision le matériel des occupants que les Russes tentent de cacher dans des hangars et des ruines près de la ligne de contact. Mais comme on le voit, cela ne les sauve pas. Et dans la région de Dnipropetrovsk, vers Oleksandrivka, nos éclaireurs en embuscade ont envoyé un autre groupe d'envahisseurs au concert de Kobzon. Et voici des images du travail d'un groupe d'évacuation russe ramassant ce qui s'appelait autrefois leurs soldats. Dans Le sac, tu vois, on a 3 personnes à l'intérieur, il faut les emmener tranquillement. Je ne cesse d'admirer le courage et l'héroïsme des soldats ukrainiens. Ils tiennent le front et s'opposent à une immense horde qui les surpasse largement en nombre. C'est pourquoi je vous appelle à soutenir les forces armées. Si vous ne pouvez pas le faire financièrement, écrivez-leur des mots de soutien en commentaire. Je sais qu'ils nous regardent. En Russie, on parle de plus en plus fort d'une nouvelle vague de mobilisation. Les soi-disant correspondants de guerre écrivent ouvertement que le temps de la guerre totale est venu. Selon des sources du ministère de la Défense et du Kremlin, Poutine penche pour un renforcement massif de l'armée. Tout cela à cause des lourdes pertes et du manque de progression sur le front. Des sources affirment que le chef d'état-major Valery Gerasimov a déjà convaincu le leader sanguinaire de recruter jusqu'à 400 000 nouvelles recrues comme chair à canon. Et il a suggéré de commencer la mobilisation vers le 9 mai, mais la date exacte est encore en discussion. Bien que le signal ait déjà été envoyé à la masse grise via les blogueurs pro-Z, la victoire est impossible tant que la guerre ne sera pas ressentie par toute la Russie. En un mot, Poutine est prêt à se battre jusqu'au dernier Russe. Car pour ce pseudo-stratège, l'essentiel est de réaliser ses ambitions séniles. Au ministère de la Mort russe, le mécontentement grandit face au déroulement de l'opération militaire spéciale de Poutine en Ukraine. Le célèbre blogueur The Fighter Bomber a brusquement soulevé la question de la mobilisation dans son post. Il a écrit « Supposons que 5 millions de citoyens soient mobilisés, la plupart de force, par la fermeture des frontières et d'autres mesures. Y a-t-il au moins 1% de chance que dans un an, nous n'ayons pas 500 km² de plus, mais 5 millions de citoyens en moins ?» Selon les sources de la tabatière du Kremlin proche du département militaire russe, les tensions montent au sein du ministère de la Défense et de l'état-major. Le ministère est responsable du recrutement, du matériel, de l'équipement, de la médecine et de l'approvisionnement. Cependant, selon des sources, l'armée russe ne progresse pratiquement pas et reste sur les mêmes positions. Et le poste de ce blogueur Z est vu comme un signal que certains groupes du ministère pensent que l'état-major ne montre pas de percée réelle. Pendant ce temps, le général d'apparat Gerasimov rapporte plusieurs fois la prise des mêmes localités, comme par exemple Kupiansk. Dans ce contexte, on discute déjà de changer le format de l'OMS ou même de transférer les forces vers une autre direction. Pendant ce temps, des sentiments de trahison augmentent dans les régions russes. Comme le rapporte le même canal Telegram tabatière du Kremlin, les chefs de 8 régions préparent un appel commun à Poutine pour demander l'arrêt temporaire des frappes. Pourquoi temporairement ? Parce qu'il faut résoudre les problèmes de défense aérienne. Les initiateurs sont les gouverneurs de Briansk et de Belgorod, rejoints apparemment par leurs collègues de Krasnodar, du Tatarstan et de Crimée. Vous l'avez compris, ce sont les régions qui sont le plus souvent touchées. Car Poutine a pris toute la défense aérienne pour protéger Moscou et Valdaï. Les auteurs de l'appel comprennent les risques et la réaction négative du Führer du Kremlin, mais espèrent que le vieux les comprendra. Par exemple, le chef de la Crimée annexée, Aksionov, évoque la saison touristique à venir, se demandant qui ira là-bas dans les conditions actuelles. Quand même les gouverneurs de Poutine demandent aux chefs d'arrêter de bombarder l'Ukraine, c'est que la guerre de leur leader frappe durement les Russes eux-mêmes. La Russie fait face à un problème de plus en plus grave. Il y a de moins en moins d'hommes pour la guerre. Le rythme de recrutement chute, la mobilisation discrète ne fonctionne pas comme prévu, et le Kremlin repousse une décision officielle. Cela signifie-t-il que la crise des ressources bat déjà son plein ? Découvrez-en plus dans la suite de notre reportage. Le rythme de recrutement dans l'armée russe diminue. Si l'an dernier, environ 1200 personnes signaient un contrat chaque jour,
elles ne sont plus qu'environ 1000 aujourd'hui. La différence semble minime, mais les experts affirment qu'il s'agit d'une tendance systémique. Et elle témoigne de l'essentiel, la ressource sur laquelle repose la guerre s'épuise progressivement. L'analyste Vadim Denisenko affirme qu'il y a moins de kamikazes et que la situation va empirer. Sur le front, les forces de défense ukrainiennes, dont le rapport avec l'armée d'occupation russe est incomparable en termes de potentiel. Dans leur opération de défense stratégique, ils misent principalement sur la destruction des forces vives de l'ennemi. L'idée, c'est que si le nombre d'occupants russes éliminés venait à dépasser la capacité réelle ou même effective de la machine de mobilisation russe à compenser ses pertes actuelles et à constituer des réserves stratégiques essentielles pour l'armée, alors, dans ce cas précis, le potentiel offensif de l'armée ennemie, autrement dit sa capacité réelle à mener des attaques, sera nettement diminué. Moi finira par s'essouffler. En conséquence, le Kremlin tente d'agir avec plus de prudence. Depuis environ 6 mois, la Russie teste ce qu'on appelle la mobilisation discrète. Les gens sont de fait contraints de signer des contrats sans annonce officielle de mobilisation, mais ce mécanisme connaît lui aussi des ratés. Les raisons ne sont pas encore claires. Soit le processus n'est pas pleinement lancé, soit les Russes eux-mêmes sont de moins en moins prêts à partir à la guerre pour y mourir. Une mobilisation totale n'a pas encore été déclarée en Russie, et la raison n'est pas seulement militaire mais aussi politique. Au cours des 2 dernières années, l'accent principal pour le recrutement des forces armées russes a été mis sur l'armée de métier. Des objectifs de recrutement ont été fixés pour les régions russes, et par tous les moyens possibles, ils ont, sous la contrainte, forcé des citoyens russes, des hommes et des femmes ordinaires, à signer des contrats officiels avec l'armée russe. Face au mécontentement général des Russes, l'indignation risque de croître dans le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que la restriction des réseaux sociaux en Russie est précisément liée à la volonté d'empêcher les révoltes. Le plan, une grande mobilisation et une offensive. Il s'agit de mobiliser les habitants des grandes villes, dont Moscou et Saint-Pétersbourg. Parmi les scénarios possibles, une nouvelle offensive majeure contre l'Ukraine. Ou une pression sur d'autres fronts, en particulier les pays baltes. Cependant, une autre question se pose ici. La réaction de l'OTAN, sinon l'OTAN n'existera plus. Ils devront s'unir et répondre à ce que Poutine pourrait potentiellement faire, sinon ils n'auront tout simplement plus d'alliance. Mais le problème clé de la Russie reste inchangé, le manque d'hommes. Si la situation ne change pas d'ici les prochains mois, le Kremlin sera face à un choix. Soit déclarer une nouvelle vague de mobilisation, probablement après les élections à la Douma, soit passer à une guerre de position prolongée. Les 2 options sont loin de la victoire rapide sur laquelle comptait Moscou. C'est-à-dire que le gain est de 30 000, les pertes de 35 000, soit moins 5 000 par mois. C'est ce déficit même qui empêche de combler le manque d'effectifs actuel. Il devient évident que l'un des principaux paris de la Russie, la ressource humaine, est en train de faillir. Et cela pourrait être un facteur déterminant pour la suite de la guerre. La Slovaquie et la Hongrie ont accepté de soutenir un prêt de l'Union européenne de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, mais à condition que les livraisons de pétrole russe via l'oléoduc Druzhba reprennent. C'est ce qu'a déclaré le ministre tchèque des Affaires étrangères, Petr Makinko, après une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Luxembourg. Selon lui, les 2 pays ont clairement défini leur position. Si les livraisons reprennent, cet obstacle disparaîtra. Pendant ce temps, la compagnie pétrolière et gazière hongroise, MOL, a officiellement annoncé que la réparation de la section ukrainienne de l'oléoduc Druzhba était terminée. Le même jour, le 22 avril, l'Ukraine a repris le transit de pétrole par l'oléoduc Druzhba vers la Hongrie et la Slovaquie. Dans ce contexte, des nouvelles positives sont arrivées de Bruxelles. Les ambassadeurs des pays de l'Union européenne ont immédiatement approuvé le prêt tant attendu pour l'Ukraine. Parallèlement, l'Union européenne a étendu ses sanctions contre les entités russes impliquées dans la propagande et la désinformation. Leurs avoirs seront gelés et il y aura une interdiction de leur fournir des fonds. La liste inclut une plateforme médiatique telle que Pravfond. C'est le fonds de soutien et de protection des droits des compatriotes vivant à l'étranger. L'Union européenne a expliqué que les activités de ces organisations favorisent la politique du Kremlin qui sape la démocratie, l'état de droit,
la stabilité et la sécurité en Ukraine et dans l'Union européenne. Robert Brovdi, dit Magyar, est l'un des principaux atouts dans la lutte contre les criminels de guerre de Poutine. Comment cet homme change-t-il le cours de la guerre? C'est le sujet de notre reportage. La chasse ne s'arrête pas, les forces ukrainiennes ne laissent aucun répit aux soldats de Poutine. Les forces de système sans pilote, avec d'autres unités des forces de défense, ont transformé l'usage des drones en une chaîne quotidienne de destruction des ressources ennemies. Les forces de système sans pilote sont, en un sens, une unité révolutionnaire, un corps d'armée révolutionnaire qui n'existe, à part peut-être en Fédération de Russie, qu'à des niveaux embryonnaires en Chine. Il n'y en a pratiquement pas ailleurs. C'est une branche militaire unique qui définit les tendances actuelles et je pense qu'elle servira d'exemple à l'avenir, même pour les plus grandes armées mondiales comme celles des États-Unis, de l'OTAN et bien d'autres. Rien que durant les 20 premiers jours d'avril, les unités ont neutralisé 18 sites de défense aérienne ennemis dans les territoires occupés. Les dernières cibles étaient des stations radars du système S-350 Vityaz et le système de missiles anti-aériens Tor M2KM. La destruction systématique de la défense aérienne ennemie ouvre la voie aux drones ukrainiens vers des sites stratégiques au cœur de la Russie. Par exemple, suite aux frappes sur les infrastructures pétrolières, la Russie perd chaque jour environ 100 millions de dollars de revenus. C'est ce qu'a déclaré le commandant des forces de système sans pilote des forces armées ukrainiennes, Robert Brovdi, alias Magyar. En fait, 1 million de dollars, 10 millions de dollars, des centaines de millions de dollars. Toutes ces pertes sont importantes. Elles ne viennent plus alimenter le budget russe. Elles ne servent plus à acheter de nouvelles armes ou de nouveaux équipements. Elles ne rentrent tout simplement plus dans le budget pour le renflouer afin de soutenir la guerre contre l'Ukraine. Autrement dit, les capacités de la Russie à financer ses achats et son effort de guerre sont limitées. Brovdi est devenu l'un des symboles de la transformation technologique des forces armées ukrainiennes. Sous sa direction, un concept a été mis en œuvre où aucun équipement ennemi ne peut approcher les positions ukrainiennes sans être repéré. L'alliance de la reconnaissance aérienne et de la frappe immédiate par drone FPV a radicalement changé la tactique de défense. Les forces de système sans pilote et les unités dédiées à ce domaine assurent la destruction et le confinement de l'ennemi, ainsi que les opérations offensives et de reconnaissance, et sont aujourd'hui les plus performantes sur de nombreux critères. L'adversaire n'arrive pas à s'adapter à temps à l'évolution de notre tactique. Brovdi a commencé son service en tant que volontaire. Il a créé une unité de reconnaissance aérienne qui, d'un simple peloton, est devenue une structure puissante. Depuis 2025, il est commandant des forces de système sans pilote, devenue l'intelligence numérique de l'armée ukrainienne. Grâce à leurs innovations, l'Ukraine mène la course mondiale aux technologies de défense, transformant le champ de bataille en un espace de systèmes robotisés. Selon les estimations du président ukrainien, la ligne de front se trouve actuellement pratiquement au même niveau qu'il y a un an. Et c'est très révélateur compte tenu des graves problèmes de sous-effectifs des forces de défense ukrainiennes. Ce sont donc précisément les systèmes sans pilote sur le front qui ont permis aux forces ukrainiennes de mener une défense active efficace. De plus, ce sont les systèmes de drones qui ont permis le succès des contre-offensives ukrainiennes. Les forces de drones ont accompli ce qui semblait auparavant impossible. Elles ont totalement éliminé la notion d'arrière-pays sûr pour les occupants. À ce jour, les forces de drones n'agissent pas seulement sur la ligne de front. À basse altitude, elles contrôlent aussi des zones spécifiques du front, là où se déroulent les offensives ennemies, mais nous contrôlons plus en profondeur la zone arrière. Contrôle de la logistique ennemie, destruction de la logistique ennemie. Nous couvrons 50 à 60 km. On ne se contente pas de rester sur la ligne de contact sans sortir de la zone de combat, mais parfois, à certains moments, on va bien plus loin. Même les porte-paroles du Kremlin ne peuvent plus occulter la réalité. Les propagandistes russes admettent de plus en plus l'impuissance de leur armée face à la percée technologique et aux nouvelles tactiques. Dans la région de Nijni Novgorod, pendant 5 ans, un député local ne s'est pas contenté de siéger, il a dirigé la politique fiscale tout en étant malade mental.
À bord, le député en place depuis des années était en fait un fou, un aliéné, et les autres députés ainsi que les autorités locales ne l'ont pas remarqué pendant des années. Ils l'ont même nommé membre de la commission sur la politique, les impôts et les tarifs. Un irresponsable fixait la politique tarifaire de tout un district. Mais l'élu du peuple n'était pas seulement malade mental, c'était aussi un homme très entreprenant. Il a créé une ferme de minage et a décidé de ne pas payer ses factures en se branchant sur le réseau de la ville. Résultat, 30 000 roubles de pertes nettes pour le budget. Quand les enquêteurs s'y sont intéressés, le député fou a même tenté d'étouffer l'affaire via ses contacts dans les services. Le tribunal de bord a tenu le procès de ce député à huis clos, et nous ne comprenions pas pourquoi. Mais il s'est avéré qu'il était irresponsable. Ainsi, le tribunal a totalement exonéré le député de sa responsabilité pénale. Au lieu de la prison, il a été condamné à un traitement ambulatoire chez un psychiatre. Racket d'État et vol pur et simple de biens d'autrui dans les territoires temporairement occupés de l'Ukraine. Les autorités russes saisissent et déclarent abandonner des dizaines de milliers de logements d'Ukrainiens ayant fui la guerre. Cela arrive même quand des enfants mineurs y vivent. Comment les gens peuvent-ils récupérer leurs biens ? Plus de détails dans notre reportage. Les occupants prennent le dernier vestige de l'Ukraine qu'il reste aux gens. Dans les territoires temporairement occupés, les saisies massives de logements ont commencé. Ou, pour dire les choses simplement, du racket. Son appartement a été déclaré abandonné et comme il a perdu ses papiers, il tente de les récupérer en justice. Le Kremlin n'épargne personne. Retraités, enfants et femmes sont en première ligne. Car ce sont eux qui peuvent le moins se défendre. Et les opinions politiques n'y jouent aucun rôle. On peut s'envelopper de la tête aux pieds dans le drapeau tricolore, mais plus votre appartement est proche du centre, plus vous risquez de le perdre. Ainsi, avec l'adoption en décembre d'une nouvelle loi selon laquelle les logements inoccupés reviennent à l'État, les Russes ont déjà inventé une foule de stratagèmes pour tromper les habitants. Le plus populaire consiste à déclarer les appartements sans propriétaire, sans tenir compte des documents, ni même des personnes à l'intérieur. Tout un immeuble, même avec des résidents. L'immeuble était en rénovation. C'est pour ça que la plupart des gens n'y vivaient pas. Les travaux ont fini et tout l'immeuble a été déclaré sans propriétaire. Maintenant, ces gens sont rentrés chez eux, pour ainsi dire, pour emménager et finir les travaux parce qu'ils ont fait des choses à l'extérieur, dans les entrées. On peut en principe emménager, mais ils ont tous des affiches collées sur l'immeuble. Chers amis, au revoir. Allez-y, essayez de comprendre ce qui se passe. Pourtant, le problème le plus aigu de ces biens prétendument sans propriétaire ne se trouve aujourd'hui à Marioupol. Car c'est surtout vers la mer que les patriotes Z du fin fond de la Russie rêvent de s'installer. À ce jour, il y a près de 4000 appartements et maisons de ce type dans la ville. Les registres regorgent d'appartements dont les propriétaires sont partis à cause de la guerre. De plus, les autorités d'occupation tentent de présenter ce racket légalisé comme une utilisation rationnelle des ressources. Pendant 30 jours, nous attendons des informations de la part des propriétaires potentiels de cet appartement, de ce bien immobilier. Et si cela n'arrive pas, alors nous enregistrons ces données. Ce bien est inscrit au Roskadaster comme étant sans propriétaire. En réalité, ces appartements, surtout dans les immeubles rénovés, sont très demandés par les occupants et tous ceux que le régime de Poutine déplace pour russifier la région. En gros, les fonctionnaires, les militaires, la police, et puis ces, entre guillemets, combattants de l'opération spéciale, c'est tout. Nos appartements seront donnés aux Russes. Des stratagèmes spécifiques ont aussi été élaborés pour la vente de logements. Aujourd'hui, rien qu'à Marioupol, plus de 100 entreprises de construction russes opèrent et leur site web liste ces appartements restaurés. Qu'en est-il des gens qui y vivaient auparavant ? À la place de nos maisons, il n'y a que des fausses et des promesses brisées. Non seulement on ne nous a pas donné de nouveaux logements, mais ils vont construire des appartements à crédit sur le site de nos maisons détruites. Pour que le stratagème paraisse un tant soit peu légal, les adresses des immeubles restaurés sont modifiées. Et quand les résidents arrivent avec leurs anciens documents, on leur dit que cet immeuble n'existe tout simplement plus. Je ne parlerai aujourd'hui que de mon immeuble. 47, avenue des Métallurgistes, 55 familles. Ils errent dans la ville et ses environs. Pourquoi un tel traitement? Qu'avons-nous vécu? Il n'y avait ni électricité ni eau. J'habitais au 47 avenue des Métallurgistes. Et où dois-je aller? Dites-moi, où dois-je aller?
Dois-je aller à la décharge? M'installer là-bas ou aller ailleurs? Pourtant, les juristes notent que les nouveaux documents russes ne sont que de simples bouts de papier. Valeur, ils n'en ont aucune, même si de l'argent réel a été versé pour les obtenir. Toutes les transactions impliquant un transfert de propriété au nom de la Fédération de Russie sont nulles. Au final, après la libération de la région, elles seront toutes invalidées. Ainsi, ceux qui ont cru aux documents frappés de l'aigle bicéphale ont jeté leur argent par les fenêtres. Et les filles, ça vous plaît? Non. Je n'aime pas ce manque de respect envers les femmes. C'est ainsi que le porte-voix du Kremlin parlait des femmes il y a 20 ans. Aujourd'hui, Soloviev traite publiquement les femmes de traînées et de pâtes. Le propagandiste de Poutine s'est permis d'insulter grossièrement la première ministre italienne, Giorgia Meloni. D'abord, il l'a traitée en italien, tant bien que mal, de pâte, de honte, de laide, d'idiote, puis il a ajouté en le russe, qui est principalement... Le ministère italien des Affaires étrangères a déjà réagi à ces insultes. L'ambassadeur russe Alexei Paramonov a été convoqué pour s'expliquer. L'ambassadeur feint l'étonnement, se demandant pourquoi les Italiens veulent lui parler après les propos d'un soi-disant journaliste russe. Paramonov y voit des actes hostiles envers la Russie. Selon lui, les Italiens créent un scandale diplomatique à partir d'un simple commentaire personnel. Rappelons que ce misogyne possède des villas en Italie. Mais à cause des sanctions, l'accès lui en est désormais interdit. Et après de telles attaques contre Meloni, je pense que Soloviev ne les reverra jamais. Toujours en Italie, un scandale sexuel a éclaté autour de soirées privées pour clients fortunés, dont des footballeurs de Serie A, l'élite du pays. Selon la Gazzetta dello Sport, l'enquête révèle que l'organisation passait par une agence organisant des dîners et soirées à Milan, où des services sexuels tarifés étaient ensuite proposés. Le réseau opérait depuis 2019, y compris pendant la pandémie. Actuellement, 2 organisateurs et 2 complices sont assignés à résidence. Les principaux suspects de l'enquête sont Emanuele Buttini et Deborah Ronchi. Ils sont accusés d'exploitation et de proxénétisme. Plus d'1 million d'euros ont été saisis. Le dossier mentionne aussi entre 50 et 70 footballeurs de Serie A de divers clubs ayant assisté à ces fêtes. Plus de 100 femmes ont été utilisées comme escortes et pour fournir des services sexuels tarifés dans ce réseau. Merci. Selon l'enquête, les organisateurs prélevaient jusqu'à la moitié des gains. L'affaire fait aussi état de la grossesse d'une participante après une rencontre avec un footballeur. On sait que du gaz hilarant était utilisé lors de certaines de ces soirées. Les noms de tous les clients sont occultés dans les documents judiciaires. Outre les footballeurs, on y trouve des athlètes d'autres sports, ainsi que des hommes d'affaires et des personnalités médiatiques. C'est tout. Aimez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Ukraine aujourd'hui pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À bientôt.